Nous en sommes maintenant arrivés à la première capsule de la semaine numéro 6. Je vais consacrer cette capsule-ci à l'effet des éléments d'alliage sur les traitements thermiques des aciers, particulièrement sur la trempabilité des aciers, de quelle façon les éléments d'alliage vont influencer la capacité de l'acier à durcir par la trempe. Auparavant, afin de clore un petit peu sur l'ensemble des sujets qui ont été couverts jusqu'ici depuis à peu près le début de la session, je vais faire un léger résumé animé de ce qu'on a appris à venir jusqu'à maintenant dans l'essentiel concernant le traitement thermique des aciers. Et la meilleure façon que moi j'ai trouvé pour illustrer l'effet des traitements thermiques sur l'acier, c'est par cette simple démonstration que un opérateur de traitement thermique va faire devant nous sur une plaque mince d'acier. Ici, ce qu'au départ l'opérateur tient dans ses mains, c'est une plaque en acier qui est à l'état recuit ou laminé à chaud. Donc, dans lequel l'acier a ses phases d'équilibre, ferrite, perlite, tout dépendant de la teneur en carbone. Et puis, vous allez voir le comportement. L'opérateur va tout simplement mettre en flexion la plaque et la plier relativement facilement. Donc, il prend la plaque et il arrive à la plier. Attendez un instant, je vais fermer le son de l'animation en question. Donc, vous voyez comment, avec quelle facilité l'opérateur a réussi à plier la tôle qui est à l'état recuit ou laminé à chaud. Maintenant, l'opérateur va prendre un ensemble de plaques identiques, la même épaisseur, et va les incorporer dans un four de traitement thermique afin de faire la mise en solution. Donc, austenisation, mise en solution du carbone dans l'austenite. Va maintenir les plaques un temps suffisamment long, donc j'imagine entre 15 et 20 minutes. Et puis, va immerger les plaques dans un milieu de trempe, probablement de l'eau ici. Donc rapidement, comme vous faisiez en lab, comme vous avez fait en lab, donc rapidement tremper. Et là, vous voyez le comportement, le résultat, lorsque l'opérateur soumet la même flexion sur la plaque trempée. Donc, vous voyez le comportement. Vous n'avez pas été témoin d'aucune déformation plastique. Donc, la contrainte que l'opérateur a dû mettre est très grande. Mais la réaction de la plaque, lorsqu'une certaine charge est appliquée, c'est de casser. Donc, la plaque est très résistante, mais fragile. Donc, vous venez d'être témoin là, d'un comportement dit fragile. Je peux repasser l'animation là, si vous n'avez pas été assez attentif. Donc, c'est ça la fragilité. Dureté très grande, donc l'opérateur a mis une très grande force pour essayer de dépasser la limite élastique, et aussitôt que la limite élastique a été atteinte, ben, il y a eu la réaction qu'a eu la plaque. La seule et unique réaction, c'est de casser un peu comme si c'était de la vitre. Donc, ce comportement mécanique-là est non désiré dans la plupart des applications. On peut tolérer ce type de comportement-là uniquement pour des applications pour lesquelles le seul critère est la dureté et surtout la résistance à l'usure. Donc, par exemple, des mèches, ou certaines lames ou des sabots de frein aussi, par exemple. Donc, des duretés très, très grandes. Des applications pour lesquelles on ne demande pas à la pièce de supporter un choc. Maintenant, vous allez voir le comportement mécanique d'une pièce qui a reçu non seulement la trempe, mais qui a été suivie d'un revenu d'adoucissement. Donc, vous voyez l'opérateur. Donc là, ici, entre autres, là, c'est la trempe. On a encore cassé une deuxième fois une plaque. Et après la trempe, cette fois-ci, un certain nombre de plaques sont retournées dans un four de revenu à une certaine température. Imaginez une température de 350, 400 degrés C pendant au moins une heure. Et à la sortie du four, l'opérateur va exercer la même flexion et observez bien le comportement mécanique de la plaque. Du coup, que la pièce allait être trempée et revenue. Donc, regardez, il applique la pièce non seulement ne casse pas, donc, mais elle est beaucoup plus résistante. Donc, ce qu'on est en mesure d'observer ici, c'est que la pièce a une très grande résistance au choc.
Donc, elle est beaucoup plus résistante. Et n'a pas le comportement de casser non plus. Donc, on vient d'aller chercher de la ténacité. Ici, vous avez une pièce, une très grosse pièce qui sort d'un four de traitement thermique. Euh, Probablement que ce ne sera pas possible cette année d'effectuer une visite industrielle. Dans le cours de traitement thermique, là, à chaque année, j'ai eu l'occasion d'aller en visite avec les étudiants chez Safran, qui est une compagnie de fabrication de trains d'atterrissage, de très gros trains d'atterrissage, des pièces qui ressemblent notamment à celles que vous voyez présentement à l'écran, qui sortent du traitement. Les étudiants sont témoins, en tout cas, ils assistent à une sortie de train d'atterrissage d'un four de traitement thermique, qui a exactement la même teinte que vous voyez là, à 875 degrés C environ, et ils assistent à la trempe de l'acier. Donc, là, vous avez une très grosse pièce qui est trempée ici dans l'huile, probablement, ou non, ça ressemble à de l'eau. Donc, c'est de l'eau. Donc, une trempe à l'eau. Une pièce de plusieurs tonnes ici. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer à travers cette animation-là. Donc, la différence entre l'état recuit, l'état trempé et l'état trempé revenu en termes de propriétés mécaniques. Maintenant, je vais consacrer une partie de la totalité de la capsule, c'est-à-dire sur un nouveau chapitre, le chapitre 5, qui est l'effet des éléments d'alliage. Ce chapitre-là n'a pas de correspondance réelle avec la version PDF de vos notes de cours, mais je trouve important j'ai fait un PowerPoint récemment pour mieux expliquer l'effet des éléments d'alliage. Donc, ça va vraiment permettre d'approfondir de manière plus précise la façon exacte dont les aciers vont faire apparaître plus facilement la martensite à travers la présence d'éléments d'alliage. Donc là, vraiment, on va pénétrer au cœur de la microstructure. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des atomes pour faire en sorte que l'austenite elle est retardée dans sa transformation afin de favoriser l'apparition de martensite. Donc, on se rappelle le diagramme d'équilibre dans sa partie relative aux aciers. Donc, je le remontre ici. Donc, un diagramme qui devient de plus en plus connu de votre part. C'est la partie relative aux aciers, donc de 0 à 1,4% de carbone, et on a de 500 à environ 1000 degrés C. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se rappeler, ce que vous savez en principe déjà, c'est que les éléments d'alliage, lorsqu'on en ajoute dans l'acier, le diagramme d'équilibre il est modifié. Donc, leur présence va influencer sur les transformations à l'état solide, selon qu'ils sont alphagènes ou gammagènes ou carburigènes ou non. Donc, des éléments d'alliage, ils sont soit alphagènes, c'est-à-dire soit qu'ils stabilisent la phase cubique centrée, donc la phase alpha, ou au contraire, soit que les éléments d'alliage vont stabiliser l'autre réseau cristallin du fer, le réseau cubique à face centrée, la phase gamma. Et beaucoup de ces éléments d'alliage-là, en même temps que d'être soit alphagènes ou gammagènes, ils sont carburigènes, mais pas tous. Il y a quelques exceptions, mais beaucoup d'éléments sont carburigènes, en plus d'être alphagènes ou gammagènes. Donc carburigène, ça veut dire quoi? Ça veut dire des éléments d'alliage qui sont capables de réagir chimiquement avec l'atome de carbone pour former des carbures. Donc d'où le terme carburigène. Un élément, donc, comme je l'ai dit, est dit alphagène quand il stabilise la phase cubique centrée. Il va donc augmenter la température de formation de l'austenite. Donc, vous voyez l'effet, ce que ça fait, les éléments alphagènes, ça fait remonter les lignes de transformation. Donc, vous venez de voir la remontée de la ligne tectoïde, ainsi que des solvus A3 et AM, qui remontent en température plus élevée par l'ajout des éléments alphagènes. Donc, réseau cubique centré tel que représenté au centre de l'écran. Quels éléments d'alliage ont cet effet d'augmenter la stabilité du réseau cubique centré, donc de faire augmenter les températures de transformation? Le chrome, le molybdène, le silicium, le tungstène, l'aluminium, ainsi que le vanadium. Donc, ce sont les principaux éléments qu'on retrouve les plus souvent dans l'acier qui ont un effet alphagène, stabilisateur du réseau cubique centré.
À l'inverse, d'autres éléments qui, eux, au contraire, vont faire abaisser les lignes de transformation. Donc, on les appelle les éléments gamma-gènes, parce que la zone austénitique gamma, elle, augmente. Donc, elle est stable à plus basse température. Donc, elle a le même effet sur les solvus A3 et ACM aussi. Donc, réseau cubique à face centrée, tel que représenté à l'écran ici. Les éléments qui stabilisent le réseau gamma sont moins nombreux que les autres éléments qui, eux, stabilisent la ferrite. Donc, le nickel et le manganèse sont les seuls éléments qui ont une influence de stabiliser l'austénite et donc de faire abaisser les températures. Donc, le nickel et le manganèse sont des éléments gamma-gènes. Une autre façon ici de montrer l'effet des éléments d'alliage, mais en tenant compte de leur concentration sur leur caractère gamma-gène ou alpha-gène. Donc, on voit ici, par exemple, le vanadium, le molybdène et le chrome. Vous avez ici une simplification du diagramme d'équilibre. Vous avez par un pointillé représenté la ligne eutectoïde, pas la température allotropique du fer pur, 912 degrés C environ. Et ce que vous voyez ici, c'est l'influence de 5 éléments d'alliage sur cette température de 912 degrés, qui est la ligne, qui est la frontière de transformation allotropique pour le fer pur, donc sans présence de carbone. Donc, vous voyez que le vanadium est l'élément qui a le plus d'effet. Donc, en fonction de sa concentration, il fait remonter davantage la température de transformation allotropique que le fait le molybdène et le chrome. On voit que le chrome, donc sa présence fait grimper la température de transformation allotropique, mais de manière beaucoup moins efficace. Donc ça prend beaucoup de chrome pour avoir une certaine élévation de la ligne de transformation. Donc le vanadium, ça en prend beaucoup moins. À l'inverse, les éléments gamma-gènes, en l'occurrence le nickel et le molybdène, on voit que le molybdène est un peu plus efficace. Ici, le molybdène, c'est le manganèse. J'ai une erreur ici. Voilà, je corrige ça en direct. Donc, c'est plutôt le manganèse qu'il faut voir ici. Donc, le manganèse, qui est un élément gamma-gène avec le nickel, le manganèse est un peu plus efficace que le nickel. Donc, pour une même concentration, là, on voit selon les deux droites que le manganèse fait baisser davantage la ligne de transformation allotropique que le nickel. Donc, plus l'élément d'alliage est concentré dans le fer, plus la température de transformation est affectée, bien entendu. Et cet aspect joue un rôle fondamental dans les transformations de l'acier et sa microstructure, comme on va le voir un petit peu plus tard. Ici, vous avez deux diagrammes. Celui de gauche montre l'influence de la présence du chrome dans le fer sur la zone austénitique. Donc, vous voyez le losange, le plus gros, celui qui est en pointillé, représente le contour de la zone austénitique, donc dans le solvus, pour une présence de chrome qui est pratiquement nulle. Et lorsque vous ajoutez, là, bien entendu, là, vous avez une représentation du diagramme d'équilibre, donc température en fonction du carbone, et lorsque vous ajoutez du chrome, voyez l'effet que la zone austénitique subit. Elle rapetisse. Premièrement, les lignes de transformation sont remontées vers les températures, mais pas uniquement. C'est que là, on restreint d'autant plus la zone austénitique, on déstabilise d'autant plus la phase cubique face centrée que le fer contient du chrome dissous à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'à 19% environ, même qu'à 21%, là, le chiffre n'est pas représenté ici, mais à 21% de chrome mélangé au fer, le réseau cubique face centrée n'existe plus pour toute température, donc que ce soit du zéro absolu jusqu'au point de fusion. Donc, et vous voyez la zone, comment elle est restreinte là, à 19% de chrome. Là. On a un tout petit triangle, là, donc la zone austénitique est presque disparue. À l'inverse,
Donc ça, c'est l'effet alphagène. La zone asténétique diminue progressivement avec la concentration en éléments alphagènes. Et de l'autre côté, vous avez l'inverse, c'est-à-dire la présence de manganèse, qui est un élément qui est gammagène. Donc, on voit que, à l'inverse, plus on met de manganèse, plus la zone asténétique est rabaissée vers des températures plus basses. On voit aussi en même temps que le point eutectoïde, il est déplacé puis des teneurs en carbone plus faibles. J'ai oublié de le spécifier aussi que c'est la même chose avec le chrome. Donc le point eutectoïde, il est remonté et il se tasse vers des teneurs des températures plus élevées, tandis que le manganèse fait en sorte de déplacer le point eutectoïde pour des températures plus faibles et des teneurs en carbone plus faibles aussi. Donc ça, c'est l'effet gammagène que vous voyez ici. Donc ça fait surtout baisser le solvus. On voit que l'effet est important sur le solvus A3, qui est la flèche là, qui est perpendiculaire à la flèche rouge là, qui descend vers le bas à gauche. Maintenant, on avait parlé aussi du caractère carburigène que pouvait avoir un élément d'alliage dans l'acier. Donc, comme je l'ai spécifié, un élément est dit carburigène quand il est enclin à réagir chimiquement avec le carbone pour former des molécules dites des carbures. Le caractère covalent ionique, donc ça c'est le type de lien chimique avec partage d'électrons inégal entre les atomes, donc un caractère à la fois covalent et ionique, de la liaison chimique entre le carbone et les métaux, fait en sorte que les atomes impliqués sont liés dans une seule orientation possible entre eux. Donc, la molécule a une certaine forme, elle ne peut pas déroger à cette forme-là. Chaque atome occupe ses positions dont ils ne peuvent déroger, ils ne peuvent pas glisser les uns sur les autres comme les atomes peuvent le faire lorsqu'ils sont empilés dans un réseau cristallin métallique. Quand les atomes sont impliqués dans des liens directionnels avec échange, partage d'électrons, l'équilibre de la molécule est unique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister si un atome n'est pas à la bonne position. Donc, ça rend tout glissement d'atomes impossible lorsque les atomes sont impliqués dans un lien chimique. Il n'y a pas de lien chimique entre les atomes dans une liaison métallique. C'est un empilement. Tandis que dans une molécule, il y a un partage d'électrons, il y a échange d'électrons. Donc, il y a un lien qu'on dit chimique. Et ça, c'est ce qui explique les propriétés mécaniques des carbures à la base. Donc, les carbures sont très, très durs parce que les liens entre les atomes sont solidement attachés entre eux par l'échange des électrons, mais en contrepartie, ça fait en sorte qu'en même temps, les atomes ne peuvent pas glisser les uns sur les autres, donc toute ductilité est impossible dans une molécule de carbure. Ce qui fait que les carbures, non seulement sont extrêmement durs, mais ils sont aussi fragiles. Et là, je vous dresse la liste en ordre décroissant d'affinité des éléments d'alliage pour le carbone. Donc, en ordre décroissant, ça veut dire à partir du métal qui forme des carbures le plus facilement. Donc, les métaux qui aiment le plus le carbone, ou l'inverse, peut-être le carbone qui, autrement dit, ça pourrait être la liste des aliments que le carbone préfère, ou encore la liste des partenaires que le carbone préfère s'associer. Donc, le titane, c'est l'élément le plus carburigène. Le titane est très oxydable et il forme très facilement des carbures très stables et très solides avec le carbone. On a, petite parenthèse, on a déjà parlé du titane dans le cours de l'alliage léger et je vous avais déjà expliqué à quel point le titane est réactif et oxydable parce qu'il réagit avec beaucoup de choses dans l'environnement, entre autres le carbone. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter l'utilisation de creusets en graphite avec le titane parce qu'on va contaminer gravement la charge en l'exposant le titane liquide pendant la fusion avec du carbone. Il va se former très facilement du carbure de titane. Mais lorsque le titane est présent à titre d'élément d'alliage dans certains aciers, donc il y a des aciers qui contiennent du titane, il y en a beaucoup, le titane est là
surtout pour la formation de carbures très stables. Donc, ça aide les aciers à la résistance à l'usure et au maintien de la dureté pour des températures d'utilisation élevées. En deuxième vient le silicium. Oui, assez surprenant, mais c'est vrai, le silicium il est dans tous les aciers. Pourquoi on trouve du silicium dans tous les aciers, même les aciers au carbone ordinaire contiennent du silicium? Parce qu'on utilise le silicium pour désoxyder les aciers après l'étape d'affinage. Donc, lorsqu'on affine les aciers pour leur enlever, entre autres, du soufre, du phosphore et pour aussi décarburer, lorsque les concentrations en carbone à partir d'une charge sont plus élevées que le taux de carbone à atteindre, on affine par injection d'oxygène. Mais en même temps, on oxyde le fer aussi. Donc, donc ça, c'est une conséquence indésirable de l'étape d'affinage. Ce qui fait en sorte que l'oxygène demeure emprisonné à travers l'oxyde de fer dans la charge. Et si on n'enlève pas cet oxygène-là, on va se retrouver avec des aciers dits effervescents, ce qu'on veut de moins en moins aujourd'hui. Donc des aciers contenant beaucoup d'oxygène qui restent emprisonnés dans le lingot après solidification et qui va faire en sorte de gêner la qualité des produits semi-finis comme les tôles, les billettes, et même que ça rend ces aciers-là insoudables aussi en même temps. Donc, beaucoup d'aciers dans le monde, lorsqu'ils sont fabriqués, sont donc systématiquement désoxydés. À partir de ce moment-là, on dit que les aciers sont calmés. Donc, on enlève l'oxygène complètement de l'acier. Comment on fait ça? En ajoutant certains éléments, notamment l'aluminium et le silicium, qui, eux, vont capter l'oxygène dans le métal pendant que le métal est encore à l'état liquide et former des oxydes, en l'occurrence de la silice et de l'alumine, qui soit va remonter à la surface de la charge liquide et on va renlever après par raclage, ou soit que dans le cas de l'alumine va rester dissous dans le métal mais ne gênera pas du tout la qualité de l'acier. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve du silicium toujours dans les aciers, parce qu'on sert principalement du silicium pour désoxyder. Le vanadium, qui est fortement carburigène aussi, j'en avais parlé dans la capsule précédente, la présence de vanadium garantit la formation de carbure de vanadium très stable et très dur. Le tungstène aussi, même chose qu'avec le vanadium, on le retrouve dans beaucoup d'aciers-outils pour former des carbures. Ensuite vient le chrome, un petit peu moins d'affinité qu'avec les autres. Ensuite vient le manganèse. Et là vient en dernier le nickel. Le nickel même on pourrait même considérer qu'il n'est pas du tout carburigène, ou très 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 peu. Donc le nickel puis le carbone, là, ils s'aiment pas. Donc ils ne forment pas de molécules ensemble. De sorte que le nickel qui est présent dans l'acier, il va être très fortement majoritaire, là, même presque à 100% à l'état dissous dans la matrice métallique. Donc il ne formera pas de carbure, le nickel. Ensuite, tous les éléments d'alliage, incluant le carbone, ont pour effet de retarder l'apparition de la ferrite et de la cémentite en bas de la température A3. Donc ça, c'est une autre façon de dire, puis ça, je l'avais déjà dit dans d'autres capsules, c'est que les éléments d'alliage, pour la plupart, presque tous, incluant le carbone, ont pour effet de retarder les transformations à l'équilibre en isotherme. Donc, si on considère la position des courbes d'un diagramme TRI, plus il y a d'éléments d'alliage dans l'acier, plus les courbes de début de transformation et de fin de transformation sont décalées vers des temps plus longs, ou si vous voulez, vers la droite dans le diagramme. Donc les éléments d'alliage et le carbone lui-même ont un effet retardateur sur la transformation de l'austenite instable vers la formation des phases d'équilibre, ferrite, perlite. Donc ici, vous avez ce que vous voyez à l'écran, c'est le diagramme TRI de l'acier très commun, utilisé beaucoup dans l'industrie, le 4140.
dont vous voyez la composition chimique. Donc 4140, c'est un acier qu'on dit chrome molybdène. Donc il y a autour de 1% de chrome, puis il y a autour entre 0,2 et 0,25% de molybdène dans cet acier-là. Le nickel est presque absent. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Je pense, le 0,12, c'est plus une valeur maximum. Là. Donc, les lignes de transformation du diamètre TRI sont alors déplacées vers des temps plus longs par l'ajout surtout du chrome et du molybdène ici. Le manganèse aussi a une influence et le silicium et le carbone ont aussi leur contribution sur ce déplacement vers des temps plus longs aussi. Donc, la zone d'austenite instable, qui est représentée en vert dans le diagramme, elle s'agrandit. Bien nécessairement, si on tasse les lignes de début de transformation vers la droite, la zone d'austenite instable, elle s'agrandit. Donc, ici, je vais vous essayer d'illustrer le plus clairement possible dans quelle mesure chacun des éléments vont être efficaces pour stabiliser l'austenite, du moins retarder l'apparition des phases d'équilibre. Donc, certains éléments sont plus efficaces que d'autres pour retarder l'apparition des phases d'équilibre à partir de l'austenite. Donc, à commencer par celui qui est le plus efficace, donc dans l'ordre décroissant d'efficacité, le bore. Donc, le bore, c'est un élément léger, très léger même, plus léger que le carbone parce qu'il est numéro 5 dans le tableau périodique. Donc, c'est un atome qui ressemble beaucoup au carbone, juste un petit peu plus gros, mais pas beaucoup. C'est lui qui a l'effet le plus important sur le retard de l'apparition des phases d'équilibre à partir de l'austenite instable. Donc, ça, les métallurgistes l'ont découvert dans les années 50 et ça a donné lieu au développement de certains groupes d'acier très spécifiques, les aciers au bord, qui sont destinés à des pièces très massives pour lesquelles on veut aller chercher le maximum de ténacité. Donc, dans les pièces très massives, le refroidissement est toujours très lent. Et pour s'assurer que la martensite puisse apparaître, même dans les sections, au centre des sections les plus épaisses, ben, des fois, les métallurgistes ont trouvé le moyen, en ajoutant du bore dans l'acier, de retarder au maximum la transformation. Donc, le bore a un effet très retardateur sur la transformation. Mais c'est pas dans tous les aciers qu'on le retrouve. De manière plus commune, le vanadium. Donc, le vanadium a un effet très important sur la trempabilité. Et là, quand je dis effet retardateur, là, si je dis la trempabilité, c'est deux synonymes. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire on retarde l'apparition des phases d'équilibre. Dans le fond, quand on dit qu'on retarde l'apparition des phases d'équilibre, c'est parce qu'en réalité, on ne veut pas qu'elles apparaissent. On veut faire apparaître la martensite. On veut tremper, donc, plus on a de temps lors du refroidissement, dans le fond, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut faire en sorte d'avoir plus de temps pendant le refroidissement pour éviter que l'austenite se transforme en autre chose que de la martensite, en l'occurrence la ferrite, la perlite et la bénite. Donc, on veut que ça retarde. Ensuite vient le niobium. Niobium qu'on retrouve dans certains aciers spécifiques. Le niobium a l'avantage d'avoir une grande influence sur la trempabilité, mais a d'autres influences, comme par exemple d'être fortement carburigène, malgré que je ne l'ai pas mentionné tantôt parce qu'il est trop restreint dans son utilisation. Mais c'est un élément d'alliage essentiel dans certaines applications, dont on retrouve l'une des deux seules mines dans le monde au Québec, à Saint-Honoré au Saguenay. Le molybdène, ensuite, qui a un effet aussi important sur la stabilité de, finalement, la stabilité, oui, de l'austenite, la rend stable plus longtemps. Ensuite vient le chrome. Ensuite, le manganèse. Là, vous voyez là, que les éléments sont de moins en moins efficaces là, en termes de retardateurs. Oups, le silicium, le tungstène. Et vient ensuite le nickel qui est moins efficace un peu. Donc, là, vous voyez dans l'ordre, là,
en termes d'efficacité de trempabilité ou de fait retardateur. Donc on se rend compte que le nickel, là, en plus de ne pas être carburigène, ben il est pas si efficace que ça pour retarder l'apparition des phases d'équilibre. Donc le pouvoir retardateur de la transformation de l'austenite en phase d'équilibre lors du refroidissement est déterminé en bonne partie par leur pouvoir de diffusion dans l'austenite. Là maintenant, je vais commencer à fournir des explications. Pourquoi tel élément a une grosse influence sur l'effet retardateur de l'apparition des phases d'équilibre, puis d'autres éléments sont moins influents. De quoi ça dépend de manière fondamentale? Ben, ce que je vous ai représenté ici, les atomes sont identifiés. Si vous avez le moindrement un petit sens d'observation, vous allez être en mesure de percevoir des différences de diamètre sur mon diapo, là, sur l'écran. Donc, par exemple, si vous regardez le silicium, puis vous regardez le vanadium ou le niobium, on voit que l'atome de silicium, là, je ne sais pas si vous êtes en mesure de le percevoir, là, mais il est plus petit que l'atome de niobium. Même que dans le groupe que vous voyez ici, là, c'est le niobium là, qui est le plus gros. C'est le silicium, peut-être le manganèse et le silicium là, qui sont les plus petits. Donc déjà là, ça va déterminer, ça va expliquer, ça va donner une bonne partie de l'explication pourquoi tel élément a un effet important plutôt qu'un autre sur l'effet retardateur. Donc, le pouvoir de diffusion d'un atome, c'est ce qui va expliquer le fait que, entre autres, là, en partie, pas tout, là, mais en partie, ça va être une des explications qui va faire en sorte qu'un élément retarde l'apparition des phases d'équilibre. Donc, la capacité de l'élément d'alliage de voyager à travers la matrice métallique de fer. Donc, puis le pouvoir de diffusion, lui, il dépend de quoi? Il est à son tour déterminé par la différence de la taille de l'atome par rapport à celui du fer. Donc, de la taille de l'atome de l'élément d'alliage par rapport à la taille de l'atome du fer. Donc, vous voyez que tous les atomes là, ont leur petite flèche rouge de différentes longueurs. Donc, j'ai voulu exprimer le pouvoir de diffusion de chacun des éléments d'alliage par la longueur de la flèche rouge. Donc, le fer, je n'en ai pas mis là, parce que lui, il n'est pas impliqué dans les... C'est la base métallique, fait qu'il ne diffuse pas, il n'est pas impliqué dans la diffusion. Par contre, là, pour les éléments d'alliage, je l'ai mis. Donc, vous voyez que le silicium a un très fort pouvoir de diffusion. Le nickel aussi, un bon pouvoir de diffusion. Mais à l'inverse, vous voyez que les autres éléments, comme le niobium, le tungstène, eux, ils ont beaucoup plus de difficultés à voyager dans le métal. Le niobium, lui, il est gros, il est plus gros, il est pas mal plus gros que l'atome de fer. Ben, pas mal. En tout cas, il est relativement plus gros que l'atome. Sa différence de taille, en tout cas, c'est lui qui a la plus grande différence de taille avec l'atome de fer. Lui, il a beaucoup de difficultés à voyager entre les atomes de fer de par sa grande taille. Donc, c'est plus difficile pour lui de passer entre les atomes de fer pendant l'agitation thermique. Parce que il ne faut pas oublier là, que les atomes de fer ne sont pas immobiles dans la matrice métallique. Là. Ils oscillent, ils s'éloignent, ils se rapprochent, ils s'éloignent, ils se rapprochent les uns des autres. Donc, c'est l'agitation thermique et c'est ce qui va rendre possible la diffusion de certains éléments dans la matrice métallique. Ce que vous voyez ici, c'est une autre façon d'aller montrer l'influence l'efficacité des éléments d'alliage sur l'effet retardateur, du moins ce qu'on appelle la trempabilité, la capacité de faire en sorte que l'acier se transforme en martensite à partir de l'austenite. Ça, c'est une autre façon de dire, ben, je suis capable de faire de la martensite parce que j'empêche l'austenite de faire des phases d'équilibre. Donc, je retarde. Okay? Les phases d'équilibre, là, ils sont retardés, l'apparition est retardée dans le temps. Donc, on déplace les courbes du MTRI le plus possible vers la droite. Donc, on voit ici encore que c'est le vanadium dans le groupe qui est proposé ici qui a l'effet le plus important. Donc, on a ici le facteur de trempabilité avec des chiffres arbitraires entre 1 et 1.8.
Puis on voit que le vanadium, molybdène, manganèse, chrome, après ça c'est le tungstène. OK? Et puis ensuite vient le silicium et le nickel. Donc le nickel, c'est lui qui a un effet le moins important sur la trempabilité. Donc plus les éléments sont concentrés, bien entendu, donc on a ici le graphique à gauche, là c'est en fonction du pourcentage d'éléments d'alliage, plus l'apparition des phases d'équilibre, ferrite, cémentite est retardée. Ça c'est l'évidence même, là. Ici, ce que je vous montre maintenant, c'est une autre influence des éléments d'alliage dans l'acier sur, cette fois-ci, non pas les courbes de début de transformation de phase d'équilibre, mais plutôt sur la température de début de transformation martensite, le MS. Le carbone a une très forte influence sur la température qu'il faut atteindre pour amorcer la transformation martensite à partir de l'austenite instable. Donc, je vous montre ici un acier à gauche là, qui contient 0,2% de carbone. Et le MS, là, ben, je l'ai mis en évidence par la ligne rouge là, qui se situe à peu près à 420, 410, 420 degrés C. Donc, à environ 420 degrés C. Et lorsque j'ajoute du carbone, et là, mettons, là, je grimpe à 0,5, la température a baissé de plus de 100 degrés. Donc, maintenant à 310. Même chose pour la température de fin de transformation. Le M90 là, qui va s'abaisser aussi. Et le MS baisse davantage lorsqu'on ajoute encore plus de carbone. Donc ici, on a pour 0,8 à droite, où là, le MS maintenant est abaissé jusqu'à un autre 100 degrés de moins à 210 degrés C. Donc la teneur en carbone dans l'austenite a pour effet de rabaisser fortement les températures de début de transformation martensite et de fin de transformation martensite. Mais plus celle du début. Bon. Ici, je vous montre aussi que c'est pas uniquement le carbone qui est capable d'agir sur la température de début de transformation martensite, mais certains éléments d'alliage le font aussi. Donc la teneur en éléments d'alliage dans l'austenite a aussi pour effet de rabaisser les températures de début et de fin de transformation martensite. Et là, à titre de comparaison, je vous montre un acier contenant dans lequel deux aciers qui ont la même teneur en carbone, donc autour de 0,62. D'un côté à gauche, vous avez l'acier ordinaire au carbone, donc pas d'éléments d'alliage vraiment, ou très très peu, pour lequel le MS est à peu près autour de 310 degrés C. Et à cet acier-là, on a ajouté un petit peu de manganèse, mais on a surtout ajouté du chrome et du molybdène. Donc, ça a donné lieu à ce qu'on appelle le 51-60. Et puis, vous voyez l'effet que ça a eu sur le MS. Donc, on ne peut pas dire que c'est le carbone. Là. Le carbone est identique dans les deux aciers. Donc, on voit bien que c'est les éléments d'alliage qui ont contribué ici à diminuer la température de transformation martensite jusqu'à 240 degrés C. La teneur en carbone a aussi pour effet d'augmenter l'écart entre la température de début de transformation martensite et celle de fin de transformation martensite. Donc ça, je l'avais montré dans la capsule précédente. Là, je vous le montre d'une autre façon ici. À 0,2 carbone, là, ben, le MS et le MF est presque confondu. Et lorsqu'on ajoute du carbone, ben, non seulement on a vu que le MS baissait, mais le MF baisse aussi, mais plus vite. Donc l'écart de température entre le MF et le MS, vous voyez là l'espace représenté en vert pâle, c'est l'espace entre le MS et le M90. Et lorsqu'on ajoute encore plus de carbone, ben non seulement les deux températures s'abaissent encore davantage, mais l'écart de température entre les deux s'est augmenté aussi. Donc le M90, ou si vous voulez, la température de fin de transformation martensite baisse davantage par ajout de carbone que la température de début de transformation martensite. Et ça, comme on l'avait vu dans la capsule précédente, ça a une influence, cet écart de température-là a une influence sur la quantité d'austenite résiduelle. Donc, plus l'écart de température entre MS et MF est important, plus on s'attend d'avoir d'austenite résiduelle dans l'acier après la trempe. Le carbone est de loin l'élément, bon,
quand je vois mes erreurs, là, je les corrige au fur et à mesure que je les vois. Oups, je fais on appelle ça de l'amélioration continue. Ouais, voilà. Donc, le carbone est de loin l'élément mélangé au fer qui a le plus d'influence sur les propriétés mécaniques des aciers. Donc, de loin, là. Donc, la résistance mécanique des aciers, elle est influencée en premier lieu par le carbone. Donc, le carbone durcit la ferrite. Le carbone permet la formation de la cémentite à travers la perlite, la bénite, la cémentite primaire dans le cas des aciers hypereutectoïdes et les différents carbures avec lesquels le carbone va former par combinaison avec différents éléments d'alliage carburigène. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est vraiment tout passe par le carbone. OK? Donc, c'est le roi des aciers de carbone. Le carbone est de loin l'élément, il est encore au pluriel ici. Coudon. Oups. Voilà. Désolé. Donc, est de loin l'élément mélangé au fer qui a le plus d'influence sur les propriétés mécaniques des aciers. Donc, c'est le roi. Et surtout, c'est grâce au carbone que la martensite peut se former et être très dure. Donc, pas de carbone, pas de martensite. Puis plus il y a de carbone, plus la martensite est dure. Mais ça, c'est vrai jusqu'à environ 0,7% de carbone. Après ça, là, ça se stabilise. Donc, vous voyez, donc c'est important ici de se rendre compte, de comprendre l'effet important, le rôle important et essentiel du carbone dans les aciers. Et ça, on l'a compris, il ne fait pas si longtemps qu'on le comprend très bien, ça. Ça fait à peine 150 ans. Là. Mais ça fait depuis très longtemps que l'homme utilise l'acier. L'âge de fer, c'était de l'acier en réalité. Là. Donc, ça, c'est d'où vient le carbone. Pourquoi que dès le départ, depuis que l'homme a commencé à utiliser le fer quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, puis qu'il a pu profiter de sa grande résistance mécanique, ben, c'est parce que lorsqu'on élabore le fer, on le fait en alimentant un feu qu'on nourrit avec de la matière organique. À l'époque, c'était du bois ou de la matière organique. Et ce carbone-là, une partie du carbone en suie qui était générée par la combustion de la matière organique, ben, lorsque ce feu-là servait à faire chauffer un minerai pour le transformer en métal, en fer, mais une partie de ce carbone-là se mélangeait au fer liquide dans le fond du four ou dans le fond du foyer dans lequel on voulait faire l'acier. Donc, c'est c'est pas que c'est un hasard, mais bon, c'est que les conditions là, pour faire un feu, ça prend de la matière organique. Et puis, on avait que l'homme avait l'habitude de faire depuis bien avant. Hein. La découverte du feu s'est faite bien avant la découverte du fer, mais un peu par accident probablement. Est arrivé un moment où une peuplade avait fait des feux sur un terreau très riche en oxyde de fer. Et puis là, ben, les conditions ont été rencontrées pour qu'il y ait la réaction de réduction et du carbone de la combustion qui s'est retrouvé en même temps mélangé au fer métallique issu de la réduction du minerai de fer avec l'oxygène et le carbone. Voilà. Donc, pour comprendre comment le nickel... Donc, maintenant, je vais m'attarder tour à tour. Et là, je vais regarder le temps qui me reste parce que je ne veux pas faire une capsule trop longue cette fois-ci. Je vais juste vérifier le temps que j'ai utilisé. 44 minutes. Ouais, là, je pense que je vais arrêter la capsule ici. Puis, pour la prochaine capsule, là, je vais vraiment m'attarder tour à tour sur la façon dont chacun des éléments d'alliage vont pouvoir influencer la stabilité de l'austenite et la facilité de tremper les aciers par le fait même. Donc, rendez-vous à la deuxième capsule.